Millionnaire insensible est confronté par la professeure de sa fille et ressent l'inattendu. Il était un homme habitué à instaurer la distance, dans les affaires, dans la vie, même avec sa propre fille. Elle est entrée chez lui en tant que professeur, mais un seul regard ferme, une vérité dite sans crainte, et la routine a commencé à s'effondrer. Il ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit. Elle ne voulait pas s'impliquer, mais ce qui est né entre eux était impossible à ignorer. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Bénis cette chaîne en nous aidant à grandir et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. L'imposant manoir d'Étienne Lamarche s'élevait tel un palais de pierre et de verre sur les hauteurs exclusives de Neuilly-sur-Seine, le quartier le plus prestigieux de Paris. Depuis cette hauteur, la capitale française s'étendait comme un vaste océan de lumières et d'ombres qu'il observait chaque nuit, avec le même regard froid qu'il posait sur ses affaires, calculant les distances, mesurant les valeurs, mais sans véritablement se connecter. La mort de son épouse Camille, survenue 5 ans plus tôt, avait transformé Étienne en un homme bien différent de ce qu'il avait été. Avant la tragédie, ses employés le décrivaient comme un homme exigeant, mais juste. À 42 ans, il n'était plus que rigueur, amplifiée par une froideur hermétique qui inspirait la crainte à son entourage. Sa fortune, bâtie dans l'immobilier et étendue aux télécommunications, croissait aussi rapidement que la solitude qu'il entretenait avec un soin méticuleux. « Tu m'écoutes, papa ?» La voix de Valentine, sa fille de 16 ans, résonna dans la salle à manger en marbre sans recevoir de réponse immédiate. L'adolescente portait un uniforme scolaire impeccable, mais son visage trahissait une tristesse difficile à cacher. « Bien sûr, » répondit Étienne sans détourner les yeux de sa tablette. « Quelque chose à propos d'un contrôle, non ? Je te parlais du fait que j'ai été suspendu 3 jours pour avoir répondu à la prof de maths, » précisa Valentine sur un ton défiant. « Mais j'imagine que si ça n'implique pas des millions d'euros, ça ne mérite pas ton attention. » Étienne leva enfin les yeux. Entre lui et sa fille, l'immense table en acajou poli créait un abîme physique qui reflétait parfaitement leur éloignement émotionnel. Les yeux de Valentine, identiques à ceux de sa mère, le fixaient avec un reproche silencieux qu'il préférait ignorer. « Et qu'est-ce que tu attends de moi? Que je te félicite pour ton insolence? Je vais engager une professeure privée pendant ta suspension. Tu ne peux pas te permettre de prendre du retard dans tes études. » La seule réponse de Valentine fut le bruit de la chaise raclant le sol et ses pas qui s'éloignaient. Étienne soupira, prit une gorgée de son café noir et se replongea dans les chiffres sur sa tablette, se convainquant que la réussite scolaire était la seule chose qui comptait vraiment pour l'avenir de sa fille. Les sentiments étaient secondaires, un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre depuis que Camille les avait quittés dans cet accident de voiture. 3 jours plus tard, la vie dans le manoir Lamarche suivait son cours prévisible. Le personnel de maison se déplaçait avec une efficacité silencieuse, évitant de croiser le maître. Valentine passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, et Étienne partageait ses journées entre son bureau à domicile et ses locaux à la Défense. « Monsieur, la professeure particulière de mademoiselle Valentine est arrivée », annonça Denise, la gouvernante au service de la famille depuis 2 décennies. « Faites-la entrer dans la bibliothèque. Je veux l'interroger avant qu'elle commence », ordonna Étienne sans relever les yeux des documents qu'il signait. « Comme vous voudrez, monsieur. » 15 minutes plus tard, Étienne se dirigea vers la bibliothèque d'un pas décidé. Il avait engagé cette professeure par l'intermédiaire d'une agence haut de gamme qui fournissait des éducateurs aux familles les plus influentes de France. D'après son CV, la femme possédait des références impressionnantes, incluant des études à la Sorbonne et un master obtenu en Espagne. Mais Étienne voulait s'en assurer personnellement. Avec Valentine, il ne prenait aucun risque. En ouvrant la porte de chêne sculptée, il trouva la professeure de dos, en train d'examiner les tranches des livres sur l'une des étagères. La bibliothèque était une pièce majestueuse, avec des rayonnages atteignant le plafond, des tableaux de peintres français prestigieux tels que Claude Monet et Camille Claudel, et de larges fenêtres donnant sur des jardins parfaitement entretenus. « Excusez-moi, mais ces livres ne font pas partie de votre mission, » dit-il d'un ton sec. La femme se retourna sans sursauter, comme si elle avait anticipé sa présence. Son visage sérieux mais serein contrastait avec la dureté de ses paroles. « Bonjour, monsieur Lamarche, je suis Claire Dubois, » répondit-elle d'une voix mélodieuse mais assurée, en lui tendant la main. « Et je ne suis pas d'accord. Connaître la bibliothèque d'une maison me permet de mieux comprendre mes élèves. Les livres qui nous entourent
en disent long sur qui nous sommes. Étienne serra brièvement sa main, troublé par l'assurance avec laquelle elle lui avait répondu. Claire n'était pas ce à quoi il s'attendait. Elle était vêtue avec une élégance simple, pantalon noir formel, chemisier blanc et une écharpe en lin bleu turquoise qui faisait ressortir l'intensité de ses yeux. Ses cheveux noirs étaient tressés et posés sur son épaule droite. Elle ne semblait pas avoir plus de 35 ans, et bien qu'elle ne portât ni bijoux ostentatoires, ni maquillage excessif, il y avait quelque chose d'incontestablement magnétique dans sa présence. « Les cours se dérouleront ici, sous ma supervision », déclara-t-il en reprenant sa posture autoritaire. « Valentine a eu des problèmes de discipline, et je ne permettrai pas que cela continue. » Claire le regarda droit dans les yeux, sans se laisser intimider par son ton tranchant. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Lamarche, les adolescents n'apprennent pas correctement lorsqu'ils se sentent surveillés. Ils ont besoin d'un espace où ils peuvent s'exprimer librement, se tromper sans craindre d'être jugés. Ma méthode exige d'instaurer la confiance. Ma maison, mes règles, professeur Dubois, insista-t-il en soutenant son regard. Je comprends, concéda-t-elle après un instant. Mais je propose un compromis. Laissez-moi travailler seul avec Valentine pendant les 3 premières séances. Si vous ne constatez aucune amélioration, j'accepterai votre supervision constante. Quelque chose dans la manière dont Claire prononça ces mots, avec respect mais sans soumission, éveilla en Étienne une sensation oubliée. Ce n'était pas l'irritation face à une désobéissance, comme il l'aurait cru, mais une étincelle de admiration, curiosité. Il ne parvenait pas à la définir. Leurs regards restèrent liés un instant, qui sembla s'étirer au-delà du temps réel. Étienne perçut dans ses yeux couleur café une détermination paisible, une force intérieure qui n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement vu, au-delà de sa fortune et de son pouvoir. 3 séances, accepta-t-il finalement, en tentant d'ignorer l'étrange sensation qui l'envahissait. Ensuite, nous évaluerons. Merci. Puis-je rencontrer Valentine à présent? Quand Valentine entra dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, son expression d'ennui changea subtilement en apercevant Claire. La professeure la salua avec chaleur, sans exagération, et bientôt elles étaient plongées dans une conversation sur la littérature qui, à la surprise d'Étienne, captiva l'attention de sa fille. Avant de quitter la bibliothèque, Étienne s'arrêta sur le seuil et jeta un regard en arrière. Claire leva brièvement les yeux et leurs regards se croisèrent à nouveau. Un courant inexplicable traversa l'espace entre eux, rapide et intense comme un éclair dans la nuit. Il referma la porte et s'éloigna d'un pas assuré, tentant de se convaincre que cette sensation n'était que le fruit de son imagination. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose avait irrémédiablement changé dans les fondations de son existence rigide. Dans les semaines qui suivirent, le manoir Lamarche devint le théâtre d'une danse silencieuse. Claire arrivait ponctuellement à 16h, 5 jours par semaine. Sa Peugeot 308 bleue, modeste mais impeccable, contrastait avec les voitures de luxe stationnées dans l'allée circulaire de la résidence. Elle s'habillait toujours avec cette même élégance discrète. Couleur sobre, peu de bijoux, et cette écharpe qui semblait changer de teinte selon le jour, comme si c'était le seul élément lui permettant d'exprimer son humeur. La bibliothèque était devenue un territoire neutre, un sanctuaire où Valentine s'épanouissait peu à peu sous la guidance de sa nouvelle professeure. L'adolescente, qui autrefois ne parlait presque pas pendant les repas, mentionnait désormais à l'occasion quelque chose qu'elle avait appris avec Claire, au grand étonnement d'Étienne. « Aujourd'hui, nous avons étudié Paul Éluard », commenta Valentine un soir, tout en picorant sans enthousiasme le poisson dans son assiette. Claire dit que ses poèmes sont comme des miroirs dans lesquels on se voit soi-même. Étienne leva les yeux de son téléphone. « Ah oui? Intéressante approche. Elle dit aussi que tu possèdes une collection impressionnante d'éditions originales françaises. C'est vrai? C'est exact, répondit-il, surpris par l'intérêt soudain de sa fille. C'est ton grand-père qui a commencé cette collection. Malgré l'accord initial, Étienne n'avait pas pu résister à la tentation de superviser les cours. Il apparaissait dans la bibliothèque sous des prétextes transparents, à la recherche d'un livre soudainement nécessaire, demandant si elle voulait boire quelque chose, ou passant simplement dans le couloir avec la porte opportunément entr'ouverte. Claire ne protestait jamais ouvertement, mais ses yeux exprimaient ce que sa voix taisait à chaque interruption. Un après-midi, tandis que Valentine était sortie aux toilettes, Étienne entra dans la bibliothèque sans s'annoncer. « Excusez-moi pour l'interruption, professeur Dubois.
dit-il en parcourant du regard les livres et papiers éparpillés sur la table. « Je voulais juste vérifier les progrès. » Claire rangea calmement quelques documents avant de répondre. « Valentine progresse très bien. Elle a un esprit brillant lorsqu'elle se sent écoutée. Je perçois une certaine critique dans votre ton, » répliqua Étienne en s'approchant. « Ce n'est pas une critique, monsieur Lamarche. C'est une observation professionnelle. » Claire le regarda droit dans les yeux, comme elle le faisait toujours. « Les adolescents sont comme des livres complexes. Il faut prendre le temps de les lire correctement. Et vous pensez que je ne sais pas lire ma propre fille. Je pense que vous êtes tellement occupé à lire des chiffres que vous oubliez parfois les lettres les plus importantes. » La tension entre eux se condensa comme l'humidité avant un orage. Étienne ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, Valentine revint. La conversation resta suspendue, mais non oubliée. Quelques jours plus tard, Denise entra dans le bureau d'Étienne avec un plateau. « Je vous ai apporté un café, monsieur », dit-elle en posant la tasse fumante sur le bureau. « Et mademoiselle Claire en prend aussi un dans la cuisine. Les courses sont terminées plus tôt aujourd'hui, car mademoiselle Valentine a son rendez-vous chez l'orthodontiste. » Étienne regarda sa montre. Il restait encore une demi-heure avant que le chauffeur ne revienne avec Valentine. « Merci, Denise, » répondit-il en se levant. « Je vais à la cuisine, j'ai besoin de... plus de sucre. » La cuisine était le cœur du manoir, un espace vaste et chaleureux qui tranchait avec la formalité du reste de la maison. Il y trouva Claire assise au bar, une tasse entre les mains, regardant par la fenêtre le jardin où la pluie commençait à tomber avec force. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda Étienne, surpris lui-même par la douceur de son ton. Claire se retourna, légèrement surprise. « Bien sûr que non, c'est votre maison. » Étienne s'assit à une distance raisonnable, et tous deux restèrent silencieux un moment, écoutant le tambourinement de la pluie contre les vitres. C'était un silence étrangement confortable. « Valentine m'a dit que vous avez réussi à terminer la dissertation sur Rulfo, » commenta-t-il finalement. « En effet, elle a un don naturel pour saisir l'essence des récits complexes. Comme sa mère, » murmura Étienne, surpris d'avoir partagé quelque chose d'aussi personnel. Claire l'observa avec curiosité, sans insister. Un nouveau silence s'installa entre eux, cette fois chargé de possibilités inexprimées. « On dirait que la tempête empire, » dit-elle en regardant par la fenêtre où les gouttes dévalaient violemment. Son téléphone vibra et elle le consulta avec un froncement de sourcils. « Le service de transport indique qu'il y a des inondations sur l'avenue principale. Ils ne pourront pas venir tant que le temps ne se calme pas. Je peux demander à mon chauffeur de vous raccompagner lorsqu'il reviendra avec Valentine, » proposa Étienne. « Je vous en remercie. » Leurs doigts se frôlèrent accidentellement lorsqu'elle lui rendit la tasse vide et tous deux retirèrent la main comme s'ils avaient été électrisés. Le contact fut bref mais intense, laissant une sensation que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. « Puis-je vous poser une question personnelle, monsieur Lamarche ?» demanda Claire après un instant. « Je vous écoute. Pourquoi tenez-vous à garder une telle distance avec Valentine? Il est évident que vous l'adorez. » La question le prit au dépourvu. « Je ne prends pas de dista. Vous le faites, » l'interrompit-elle doucement. Et elle le remarque. Étienne serra la mâchoire, tiraillé entre l'indignation d'être ainsi interpellé et un étrange soulagement de l'être enfin. « Vous ne comprenez pas. Alors aidez-moi à comprendre. Valentine ressemble trop à sa mère, » avoua-t-il finalement, à peine audible. « Chaque fois que je la regarde, vous voyez ce que vous avez perdu, » compléta Claire. Leurs regards se croisèrent dans une connexion qui allait bien au-delà des mots. Pour la première fois depuis la mort de Camille, Étienne sentait que quelqu'un le voyait au-delà de l'armure qu'il avait soigneusement construite, et au lieu de le rendre vulnérable, cela lui apportait un étrange réconfort. Le bruit d'une voiture à l'entrée rompit l'instant. Valentine était de retour. « On dirait que nous allons pouvoir y aller, » dit Claire en se levant. « Oui, » répondit Étienne en retrouvant son calme. « Je vais dire à Laurent de préparer la voiture. » Lorsqu'il l'accompagna jusqu'à la porte, sous le large parapluie qu'il tenait au-dessus d'eux, Étienne perçut un changement subtil, mais indéniable. La distance physique entre eux était minime, mais la proximité émotionnelle qu'ils avaient partagée quelques instants plus tôt créait une nouvelle forme de tension, chargée de possibles inexprimés. Au moment de se dire au revoir, leurs yeux se retrouvèrent un bref instant. « À demain, monsieur Lamarche, » dit-elle. « Fais à demain, Claire, » répondit-il, utilisant pour la première fois son prénom. La pluie continuait de tomber sur Paris, lavant les rues et effaçant les contours. Au manoir Lamarche, d'autres barrières, plus subtiles mais tout aussi solides, commençaient elles aussi à se dissoudre. Le calendrier indiquait octobre,
et Paris commençait à accueillir ces journées automnales, où l'air devient plus léger et les après-midi plus dorés. Au manoir Lamarche, la routine des cours s'était installée avec une familiarité qui, quelques semaines auparavant, aurait semblé impensable. Claire avait réussi à redonner à Valentine le goût des études, au point que ses résultats s'étaient nettement améliorés au prestigieux lycée Montclair où elle était inscrite. Ce mardi-là, Claire avait préparé une activité spéciale, une analyse de photographie familiale comme point de départ pour la création littéraire. Elle avait demandé à Valentine de sélectionner à l'avance quelques images significatives de son album personnel. L'idée est de se connecter aux émotions que ces photos réveillent et de les transformer en mots, expliqua Claire en disposant les documents sur la table de la bibliothèque. Valentine acquiesça en sortant d'une chemise plusieurs photographies soigneusement choisies. La plupart représentaient des paysages, des vacances en famille et des célébrations. Étienne, qui comme à son habitude passait par hasard devant la bibliothèque, s'arrêta sur le seuil, observant avec curiosité. « Monsieur Lamarche, aimeriez-vous vous joindre à nous pour cette activité ?» proposa Claire, surprenant autant Étienne que Valentine. Étienne hésita un instant, mais quelque chose dans le regard plein d'attente de sa fille le décida. « Bien sûr, si je ne dérange pas. » Il s'assit à leur côté pendant que Claire expliquait la méthodologie. Valentine commença à décrire les photographies. Un voyage en Provence, sa remise de diplôme à l'école primaire, sa fête d'anniversaire pour ses 15 ans. L'adolescente parlait avec une aisance qu'Étienne avait rarement observée. Puis, elle sortit une photo plus ancienne et la contempla en silence. « Et celle-ci, Valentine ?» demanda doucement Claire. Valentine fit glisser la photo sur la table. C'était une image de Camille assise dans le jardin du manoir. Valentine, d'environ 6 ans, sur ses genoux. Toutes deux souriaient à la caméra avec la même expression lumineuse. « Ma mère et moi », dit Valentine d'une voix brisée. C'était 3 mois avant l'accident. Un silence lourd s'abattit sur la bibliothèque. Étienne se crispa visiblement, fixant un point indéfini à travers la fenêtre. Valentine caressa le bord de la photo avec des doigts tremblants. « Ce jour-là, maman m'avait appris à faire des couronnes de fleurs », poursuivit l'adolescente. Elle disait que c'était un art que sa grand-mère lui avait transmis et que maintenant, elle me le transmettait pour que... Sa voix se brisa et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Pour que je puisse l'enseigner à mes propres filles un jour. Les sanglots de Valentine rompirent le calme de la bibliothèque. Ce n'était pas un cri, mais cette forme de douleur silencieuse qui jaillit du plus profond de l'être. Étienne se leva brusquement, comme si le siège le brûlait, le visage figé dans une expression de panique et de désarroi. Claire ne dit rien. Elle s'approcha simplement de Valentine et l'enlaça doucement, lui offrant sa présence sans un mot. Elle n'essaya pas de la faire taire, ni de détourner son attention avec des phrases toutes faites. Elle se contenta de maintenir l'espace nécessaire pour que cette douleur enfouie depuis si longtemps puisse enfin s'exprimer. Étienne observait la scène, paralysé, partagé entre l'instinct de fuir et le besoin de rester. Il avait évité avec tant de minutie toute situation susceptible de raviver les souvenirs de Camille qu'il se retrouvait désormais complètement désarmé. Après quelques minutes, Valentine se calma peu à peu. Claire lui tendit un mouchoir et un verre d'eau, sans rompre cette étreinte protectrice. « Désolé, » murmura la jeune fille. « Ne t'excuse jamais de ressentir, » répondit Claire avec fermeté. « Les souvenirs sont des trésors, Valentine, même ceux qui font mal, surtout ceux-là. » Étienne s'éclaircit la gorge, mal à l'aise mais toujours présent. « Je pense qu'on devrait terminer le cours pour aujourd'hui. » Claire le regarda droit dans les yeux. « Qu'en penses-tu, Valentine? Tu préfères te reposer ou continuer ?» Cette question, si simple mais si significative, en donnant voix et choix à l'adolescente, flotta dans l'air comme une révolution silencieuse dans la dynamique familiale des Lamarche. « J'aimerais continuer, » décida Valentine, essuyant les dernières larmes. « Je veux écrire sur maman et les couronnes de fleurs. » Étienne acquiesça, reculant vers la porte. « Je vous laisse travailler, alors. » Des heures plus tard, alors que Valentine s'était déjà retirée dans sa chambre et que Claire rangeait ses affaires pour partir, Étienne retourna à la bibliothèque. Il la trouva en train de ranger des livres dans sa sacoche en cuir usé. « Je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez géré la situation avec Valentine aujourd'hui, » dit-il, la voix sèche comme du papier de verre. « Elle ne s'exprime pas, comme ça d'habitude. »« Vous n'avez pas à me remercier de faire mon travail, monsieur Lamarche, » répondit-elle sans lever les yeux. « J'insiste, c'était approprié. » Claire referma sa sacoche et le regarda enfin. Dans ses yeux, brillait quelque chose entre la détermination et la compassion.
Avec tout le respect que je vous dois, ce dont votre fille a besoin, ce n'est pas d'une professeure qui la console occasionnellement. Elle a besoin de son père. Étienne serra la mâchoire. Je ne vous ai pas demandé de conseils parentaux. Non, mais je vous les donne quand même. Claire fit un pas vers lui. Valentine n'a pas besoin de plus de règles ni d'attentes. Elle a besoin que vous soyez présent, vraiment présent. Qu'elle puisse parler de sa mère, se souvenir d'elle, pleurer si nécessaire. Vous ne comprenez pas la situation, répliqua-t-il d'un ton qui aurait fait frémir n'importe lequel de ses employés. Mais Claire ne frissonna pas. Elle resta droite, soutenant son regard. Je comprends parfaitement. Vous pensez protéger Valentine en évitant de parler de sa perte, alors qu'en réalité, vous ne protégez que vous-même. La déclaration frappa Étienne comme un coup de poing physique. Personne, absolument personne, n'avait osé lui parler ainsi depuis la mort de Camille. La colère initiale céda la place à une sensation déroutante, presque un soulagement d'être enfin défié. « Vous êtes toujours aussi direct dans vos opinions, professeur Dubois ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, presque intime. « Seulement quand c'est important », répondit-elle sans hésitation. Ils se regardèrent en silence, l'air entre eux chargé de quelque chose d'indéfinissable. Étienne remarqua pour la première fois un petit grain de beauté sur la joue gauche de Claire, juste sous l'œil. Il remarqua aussi comment la lumière du soir, filtrant par les grandes fenêtres, créait des reflets cuivrés dans ses cheveux noirs. « Le courage est une qualité rare à une époque où tout le monde cherche à plaire, » dit-il finalement. « Ne confondez pas courage et honnêteté, monsieur Lamarche. » Claire prit sa sacoche. « À demain. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Étienne ressentit une impulsion inexplicable. « Claire. » Elle s'arrêta sans se retourner. « Merci, » dit-il, cette fois avec sincérité. Quand elle se retourna, un léger sourire illumina son visage. Elle ne dit rien d'autre, se contentant d'acquiescer avant de partir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Étienne s'arrêta devant la chambre de sa fille. Il hésita un instant avant de frapper doucement. « Valentine, je peux entrer ?» Il y avait bien plus qu'une porte entre eux, mais peut-être, juste peut-être, était-il temps de commencer à abattre ces murs. La première semaine de novembre apporta avec elle ce froid sec typique de Paris, lorsque les jours raccourcissent et que les collines autour de la vallée semblent plus proches sous le ciel dégagé. Au manoir Lamarche, les choses avaient subtilement changé depuis cet après-midi de vulnérabilité partagée. Étienne avait commencé à dîner régulièrement avec Valentine, allant jusqu'à annuler des réunions importantes pour être présent. Parfois, durant ces dîners, il évoquait Camille, de petits souvenirs presque anodins, comme son dessert préféré ou sa manière de lire dans le jardin le matin. Valentine absorbait chaque mot comme une terre assoiffée. Ce jeudi-là, Claire arriva à son horaire habituel, mais quelque chose en elle était différent. Son visage, habituellement serein, affichait une tension perceptible aux commissures des lèvres. Ses gestes, toujours précis et mesurés, semblaient légèrement précipités. Elle avait même oublié son écharpe caractéristique. Étienne l'observa depuis la fenêtre de son bureau alors qu'elle descendait d'un taxi. D'ordinaire, elle venait avec sa propre voiture ou en transport en commun, jamais en taxi. Quelque chose clochait. Le cours se déroula apparemment normalement, bien que Claire parût moins concentrée qu'à l'accoutumée. À plusieurs reprises, Étienne passa devant la bibliothèque et la surprit en train de regarder par la fenêtre, perdu dans des pensées qui n'étaient clairement pas liées à la leçon. Vers 18 heures, alors que le cours devait toucher à sa fin, Étienne entendit des voix élevées venant de l'entrée principale. Il sortit de son bureau et découvrit une scène inattendue. Un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un costume tape à l'œil et aux gestes nerveux, disputait avec Denise dans le hall d'entrée. Claire se tenait debout à côté d'eux, la posture tendue comme un fil d'acier. « Que se passe-t-il ici » demanda Étienne d'une voix autoritaire. L'homme se tourna vers lui. « Ah, vous devez être le célèbre homme d'affaires. Je suis Julien Marchand, l'ex-mari de Claire. » Il tendit une main qu'Étienne ne serra pas. « Je suis juste venu lui parler d'une affaire privée. »« Il n'y a rien à dire, Julien, » répondit Claire, sa voix maîtrisée mais avec un léger tremblement. « Je t'ai demandé de ne pas venir sur mon lieu de travail. » Julien émit un rire faux. « Du travail ? C'est ainsi que tu appelles lire des petites histoires à une gamine bourgeoise ? Je croyais que tu avais plus d'ambition, ma chérie. » Étienne perçut Claire se raidir davantage. Sans réfléchir, il intervint. « Monsieur Marchand, je vous prierai de quitter ma propriété. Mon chauffeur peut vous conduire où vous le souhaitez. »« Je n'ai pas besoin de votre charité, » répliqua Julien, mais il recula face au regard glacial d'Étienne. Il se tourna ensuite vers Claire. « On en reparlera. Tu sais qu'on devra finir par régler ça. » Lorsque l'homme partit enfin,
Un silence gênant s'installa dans le hall. Claire ramassa sa sacoche d'une main tremblante. « Je suis vraiment désolée pour cette situation, monsieur Lamarche, » dit-elle, la voix tendue et creuse. « Je vous assure que cela ne se reproduira pas. Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit-il. « Est-ce que vous allez bien ? » « Parfaitement, » répondit-elle trop vite. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. » Avant qu'Étienne ne puisse ajouter quoi que ce soit, Claire sortit précipitamment par la porte. Le lendemain, le cours se déroula dans une normalité forcée. Claire arriva comme d'habitude à l'heure, mais des cernes soulignaient ses yeux, et ses gestes étaient plus rigides qu'à l'accoutumée. À la fin de la leçon avec Valentine, Étienne l'intercepta dans le couloir. « Claire, pourrais-je vous parler un instant ?» Au sujet des progrès de Valentine. Elle acquiesça et le suivit jusqu'à son bureau. La pièce, avec ses murs lambrissés de bois sombre et ses grandes fenêtres donnant sur le jardin, était le sanctuaire personnel d'Étienne. Des livres de finance et d'économie remplissaient les étagères, accompagnés de pièces d'art précolombiens soigneusement choisies. « Un café ?» proposa-t-il, en désignant la cafetière italienne dans un coin. « Non, merci » répondit-elle en restant debout. « Que souhaitez-vous savoir sur Valentine ?» Étienne s'appuya contre son bureau, l'observant en silence un moment. « En réalité, je voulais savoir comment vous alliez, vous. » Claire cligna des yeux, surprise. « Je vais bien. Comme je vous l'ai dit hier, je regrette l'incident. Ce n'est pas pour l'incident, dit-il avec une douceur inhabituelle. C'est pour vous. » Quelque chose dans la façon dont il avait dit cela, avec une inquiétude sincère, sembla fissurer une résistance chez Claire. Elle expira lentement et ses épaules se relâchèrent un peu. « Ce sont des complications liées à un divorce que je croyais réglé, » admit-elle enfin. « Rien qui affecte mon travail, je vous l'assure. » Étienne acquiesça sans insister. Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce que, contre toute attente, ce soit elle qui le rompe. « C'est curieux, » dit Claire en le regardant droit dans les yeux. « Vous pouvez vous inquiéter pour moi, une employée, mais vous avez tant de mal à montrer ce même intérêt pour votre fille. » La remarque le prit au dépourvu. « Ce n'est pas juste. J'ai commencé à changer. De petits ajustements, oui, mais vous gardez toujours un contrôle absolu sur tout et tout le monde. » Elle fit un pas vers lui. « Vous avez toujours été comme ça, ou c'est quelque chose que vous avez développé après avoir perdu votre épouse ?» La question, si directe, si personnelle, le laissa momentanément sans voix. « Vous ne me connaissez pas assez pour porter ce genre de jugement. Peut-être pas, mais je connais suffisamment bien la douleur pour la reconnaître chez les autres. » Elle marqua une pause, fit un nouveau pas vers lui. « Vous ne vous lassez jamais de tout contrôler, de réprimer chaque émotion, de maintenir cette armure parfaite. Comment osez-vous » murmura-t-il, mais sans vraie colère, plus comme une question sincère. « J'ose parce que quelqu'un doit le faire. Parce que Valentine mérite un père entier, pas juste la moitié fonctionnelle d'un homme. » Étienne s'approcha d'elle, mu par un mélange contradictoire d'émotions, irritation, fascination, et quelque chose de plus profond qu'il n'osait nommer. Claire, son prénom sur ses lèvres, sonnait à la fois comme une reddition et une menace. Ils étaient si proches à présent qu'il percevait le doux parfum de jasmin qui émanait d'elle, voyait les minuscules éclats dorés dans ses yeux sombres. La tension entre eux était palpable, électrique. Pendant un instant, le monde extérieur disparut. Il n'existait plus que ce moment suspendu dans le temps, cette attraction inexorable entre deux corps qui résistaient à la chute. Étienne se pencha légèrement, les yeux fixés sur ses lèvres. Claire ne recula pas, mais elle n'avança pas non plus. L'espace entre eux semblait chargé de possibilités et de conséquences. Finalement, ce fut lui qui rompit le charme, faisant un pas en arrière, un geste de retenue qui lui demanda toute sa volonté. « Vous devriez partir », dit-il d'une voix rauque. Claire acquiesça lentement, les yeux brillants d'émotion contenue. Sans un mot de plus, elle prit sa sacoche et quitta le bureau. Quand la porte se referma derrière elle, Étienne s'effondra dans son fauteuil en cuir, passant une main sur son visage. Son cœur battait la chamade. Sa respiration était saccadée. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ressenti une telle perte de contrôle. Cette vulnérabilité brute et mise à nu. Quelque chose en lui, une structure soigneusement bâtie pour contenir ses émotions, commençait à se fissurer. Et le plus déconcertant, ce n'était pas la peur de ces fissures, mais l'étrange soulagement de les voir apparaître. La présentation annuelle de talent du lycée Montclair était l'un des événements les plus attendus de l'année scolaire. Des parents issus de l'élite parisienne assistaient à l'événement pour voir leurs enfants démontrer leurs talents artistiques dans un auditorium équipé de technologies de pointe.
Valentine avait décidé de participer en interprétant Clair de Lune de Debussy au piano, une pièce qu'elle avait secrètement répétée pendant des semaines. Claire avait joué un rôle fondamental dans ce processus, non seulement en l'aidant à perfectionner sa technique, mais aussi en l'encourageant à trouver le courage de se produire en public. Le jour de la représentation, cependant, Valentine était inconsolable. « Papa ne viendra pas », confia l'adolescente à Claire en attendant en coulisses. « Il a une réunion à Lyon. Il a toujours quelque chose de plus important. » Claire serra doucement la main de la jeune fille. « Joue pour toi, Valentine. Pas pour plaire à qui que ce soit d'autre. C'était le morceau préféré de maman, » murmura Valentine, les yeux brillants de larmes contenues. « Je voulais qu'il l'entende, qu'il se souvienne. » À ce moment-là, une voix dans les haut-parleurs annonça le tour de Valentine. La jeune fille inspira profondément et entra sur scène, éclairée par de doux projecteurs. Elle s'assit devant le piano à queue noire, ferma les yeux un instant et commença à jouer. Les premières notes s'élevèrent dans l'air avec délicatesse. Claire, observant depuis les coulisses, sentit une présence à ses côtés. En se retournant, elle aperçut Étienne Lamarche, impeccable dans un costume sombre, le visage empreint d'anxiété et de détermination. « Je suis arrivé à temps », murmura-t-il sans détourner les yeux de la scène où sa fille jouait avec une confiance croissante. L'interprétation de Valentine gagnait en intensité. Ses doigts effleurèrent les touches avec précision et émotion. Ce n'était pas la technique d'une professionnelle, mais il y avait une sincérité dans son jeu qui transcendait toute imperfection. Quand la musique atteignit son apogée, Claire remarqua quelque chose d'extraordinaire. Étienne pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'il regardait sa fille. Il ne cherchait ni à les cacher, ni à les essuyer. Il les laissait simplement exister, comme s'il se permettait pour la première fois depuis des années de ressentir librement. À la fin du morceau, l'auditorium éclata en applaudissements. Valentine se leva, fit une révérence timide et, en levant les yeux, aperçut son père dans les coulisses. Son expression de surprise se transforma rapidement en un sourire éclatant. Elle courut vers lui dès qu'elle quitta la scène. « Tu es venu. Je pensais que tu étais à Lyon. J'ai annulé la réunion, » répondit Étienne en l'enlaçant maladroitement. « Je ne pouvais pas manquer ça. »« Ça t'a plu » demanda-t-elle anxieuse. « C'était le morceau préféré de maman. »« Je sais, » dit-il d'une voix brisée. « Elle le jouait pour nous quand tu étais bébé. » Claire s'éclipsa discrètement, leur laissant de l'intimité. Voir un père et sa fille partager un tel moment de connexion sincère lui apporta une satisfaction qui dépassait largement le cadre professionnel. Quelque chose était en train de guérir dans cette famille, et d'une certaine manière, elle en avait été le catalyseur. Ce même soir, Claire reçut un appel inattendu d'Étienne, l'invitant à dîner au manoir le samedi suivant. « C'est un petit geste de remerciement, » expliqua-t-il, « pour tout ce que vous avez fait pour Valentine et pour moi. » Le samedi soir arriva avec un mélange étrange d'anticipation et de nervosité. Claire choisit une robe simple mais élégante, dans un bleu profond. À son arrivée au manoir, elle fut surprise de constater qu'il ne s'agissait pas d'un dîner formel dans la salle à manger principale, mais de quelque chose de bien plus intime. Une table pour deux sur la terrasse du jardin, illuminée par des bougies et de petites guirlandes lumineuses parmi les plantes. « Valentine est chez une amie », expliqua Étienne en lui tendant un verre de vin rouge. « J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on soit juste tous les deux. » La terrasse offrait une vue panoramique sur les lumières de la ville, étendue comme une mer d'étoiles terrestres. La température était idéale, avec cette fraîcheur légère de novembre qui invite à la proximité. À la surprise de Claire, le dîner se déroula avec une aisance inattendue. Étienne avait abandonné sa rigidité habituelle, se montrant détendu, voire amusé. Ils parlèrent de littérature, de musique, de leurs enfances respectives dans des mondes socio-économiques opposés. Ils rirent en découvrant des coïncidences improbables, comme leur admiration commune pour Paul-Éluard et leur aversion mutuelle pour les fruits de mer. « Je n'aurais jamais imaginé que l'austère Étienne Lamarche puisse rire ainsi », commenta-t-elle lorsque le dessert, une crème caramel, fut servi. « Et moi, je n'aurais jamais cru qu'une personne puisse me faire oublier celui que je suis censé être », répondit-il, son regard intense posé sur elle. Le commentaire resta suspendu entre eux, chargé d'implications que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. Ils discutèrent jusqu'à tard dans la nuit, avec cette aisance qui n'existe que lorsque deux êtres se reconnaissent en profondeur. Lorsque Claire annonça finalement qu'elle devait partir, Étienne insista pour l'accompagner jusqu'à sa voiture. Ils marchèrent lentement sur le sentier du jardin, leurs pas volontairement lents,
comme si chacun voulait prolonger ses derniers instants partagés. « Merci pour cette soirée », dit-elle en cherchant ses clés dans son sac. « Ce fut inattendu, comme tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes entré dans nos vies, » répondit-il. Au moment de se dire au revoir, Étienne prit sa main et la garda un instant de plus que nécessaire. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre, éclairés par la lune et les lumières du jardin. Le temps sembla suspendu, la ville entière retenant son souffle. Il fut impossible de dire qui fit le premier pas. Peut-être les deux, se mouvant en parfaite synchronie l'un vers l'autre. Leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser doux, d'abord hésitant, puis plus intense, chargé d'émotions longtemps contenues. Les mains d'Étienne caressèrent son visage avec une tendresse révérencieuse, comme on touche quelque chose de précieux et fragile. Pendant un moment parfait, le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus qu'eux, deux âmes se reconnaissant après un long voyage. Mais ensuite, aussi soudainement que cela avait commencé, Claire se recula. Ses yeux, brillants dans l'obscurité, reflétaient un combat intérieur. « Nous ne pouvons pas », murmura-t-elle, à peine audible. « Il y a trop en jeu. Valentine, mon travail, ta position. » Étienne tenta de parler, mais elle posa doucement un doigt sur ses lèvres. « J'ai besoin de temps, » dit-elle. « Nous avons besoin de temps. » Sans attendre de réponse, Claire monta dans sa voiture et s'éloigna rapidement. Dans le rétroviseur, la silhouette immobile d'Étienne dans l'entrée du manoir devenait de plus en plus petite. Il resta là un long moment, sentant l'air froid de la nuit parisienne sur son visage, le goût d'elle encore sur ses lèvres. Un sentiment contradictoire l'envahissait, la certitude d'avoir perdu quelque chose et en même temps, la conviction étrange d'avoir enfin trouvé ce qu'il ignorait chercher. Pour la première fois en 5 ans, Étienne Lamarche se sentait pleinement vivant. Les jours qui suivirent le baiser se déroulèrent dans un limbo d'attente et d'incertitude. Étienne consultait constamment son téléphone, guettant un message de Claire. Quand le message arriva enfin, ce fut comme un coup physique, une note formelle, presque impersonnelle, demandant un congé de 2 semaines pour raisons personnelles urgentes. Étienne relut le message plusieurs fois, cherchant entre les lignes une allusion à ce qui s'était passé entre eux, un indice de ses véritables sentiments, mais le texte était volontairement neutre, se terminant par un « merci de votre compréhension » qui sonnait comme un adieu définitif. « Claire ne vient pas aujourd'hui non plus ?» demanda Valentine pendant le petit déjeuner, au 3e jour d'absence. L'adolescente remuait sans enthousiasme ses œufs brouillés à la provençale, une ride d'inquiétude au front. « Elle doit régler quelques affaires personnelles », répondit Étienne en essayant de paraître détendu. « J'ai contacté l'agence pour trouver un remplaçant temporaire. Je ne veux pas d'un autre professeur, » déclara Valentine en posant sa fourchette dans l'assiette. « Je préfère attendre son retour. » Étienne observa attentivement sa fille. Au cours des derniers mois, Valentine avait éclos sous la tutelle de Claire. Elle n'était plus la jeune fille silencieuse et fermée d'autrefois. Elle exprimait maintenant ses opinions avec assurance, souriait plus souvent et avait même commencé à porter certains des rebozo colorés que Claire lui avait appris à assortir à son uniforme scolaire. « Valentine, nous ne savons pas combien de temps elle sera absente, » tenta-t-il de raisonner. « Peu importe, j'attendrai. » La détermination dans sa voix rappelait la fermeté de Claire. Étienne ressentit une pointe de fierté mêlée de mélancolie. Sa fille grandissait, forgeant son propre caractère, et une grande partie de cette évolution, il la devait à une femme qui s'était maintenant éloignée de tous deux. Le manoir semblait étrangement vide sans la présence de Claire. Étienne se surprenait à s'arrêter devant la bibliothèque à 16 heures, l'heure habituelle des cours, écoutant un silence aussi lourd que du plomb. Le soir, il revivait mentalement leur conversation, leurs gestes, leurs regards, le goût de ses lèvres ce soir-là dans le jardin. 1 semaine plus tard, quelque chose se brisa en lui. Il avait besoin de réponses, besoin de la voir, ou au moins de comprendre pourquoi elle s'était ainsi éloignée. Il prit une décision impulsive. Il irait à l'école Mirabeau, l'établissement où Claire avait travaillé avant de devenir tutrice privée. L'école Mirabeau était une école modeste mais respectable du quartier du Marais, bien différente des institutions élitistes fréquentées par les familles du cercle social d'Étienne. Il gara sa Mercedes dans une rue latérale, conscient du contraste avec les véhicules plus modestes alentour, et entra dans le bâtiment de briques rouges. La directrice, une femme d'âge moyen portant de larges lunettes, l'accueillit avec une surprise à peine dissimulée lorsqu'il s'identifia. « Monsieur Lamarche, quelle visite inattendue !» dit-elle en s'installant nerveusement dans son fauteuil. « En quoi pouvons-nous vous aider ? Je souhaiterais faire un don à votre bibliothèque, »
improvisa-t-il. La professeure Dubois m'a beaucoup parlé de votre programme éducatif. La mention de Claire adoucit visiblement l'expression de la directrice. Claire est un trésor. Elle nous manque énormément ici, même si nous comprenons pourquoi elle a préféré l'enseignement privé après tout ce qui s'est passé. Que voulez-vous dire exactement ? Demanda Étienne, tentant de ne pas paraître trop curieux. La directrice hésita un instant, mais le prestige d'avoir Étienne Lamarche intéressé par son école fut plus fort que sa discrétion professionnelle. « Je suppose que vous connaissez déjà une partie de l'histoire en tant qu'employeur, » commença-t-elle. Le divorce de Claire a été compliqué. Son ex-mari, Julien Marchand, était professeur d'économie ici, un homme brillant mais avec un caractère épouvantable. La manipulation émotionnelle était constante. Lorsqu'elle a enfin eu le courage de le quitter, il a tout fait pour la discréditer professionnellement. Étienne écoutait, chaque mot renforçant son admiration pour Claire. Il a tenté de la faire renvoyer, répandant des rumeurs sur de prétendues relations inappropriées avec des parents d'élèves. Personne ne l'a cru, bien sûr, mais l'ambiance est devenue toxique. Et ensuite, il y a eu l'histoire de sa mère. Sa mère ? Étienne ne put s'empêcher de demander. Madame Dubois a eu un AVC il y a environ 2 ans. Elle était restée partiellement paralysée. Claire est sa seule famille et s'occupe d'elle seule. En fait, la directrice s'interrompit, comme si un souvenir venait de lui revenir. Je crois qu'elle est à l'hôpital en ce moment. Une aggravation soudaine, d'après une collègue qui est toujours en contact avec elle. L'information frappa Étienne comme un seau d'eau glacée. Alors qu'il était plongé dans son propre drame émotionnel, interprétant l'absence de Claire comme un rejet, elle faisait face à la maladie de sa mère. En sortant de l'école, Étienne conduisit sans but dans les rues de Paris, son esprit tourbillonnant de pensées. Il se souvint de la manière dont Claire posait toujours des questions sur les émotions de Valentine, sur les siennes, tout en gardant sa propre vie personnelle soigneusement protégée. Il se rappela sa capacité à écouter, à voir au-delà des mots. Et il se demanda avec une honnêteté qui le surprit lui-même, quand avait-il été la dernière fois réellement attentif à la vie intérieure de quelqu'un d'autre, à ses luttes, ses peurs, ses espoirs. En rentrant chez lui, il ignora les appels de son assistante concernant des réunions en attente et s'enferma dans son bureau. Sur le bureau, parmi les rapports financiers et les contrats, se trouvait un petit bout de papier. La note que Valentine avait écrite après sa prestation au piano, remerciant Claire de croire en elle, alors que je ne croyais même pas en moi. Étienne effleura le papier de ses doigts tremblants. Pour la première fois depuis la mort de Camille, il ressentait une absence comme une plaie à vif, comme une perte réelle, et non un simple désagrément à résoudre avec de l'argent ou de l'autorité. Ce soir-là, tandis qu'il contemplait les lumières de la ville depuis sa fenêtre, Étienne Lamarche prit une décision. Il ne permettrait pas qu'un nouveau mur de silence se dresse dans sa vie. Cette fois, il se battrait pour faire tomber toutes les barrières. Les 2 semaines d'absence de Claire devinrent 3 puis 4. Décembre arriva à Paris avec son mélange caractéristique de lumière de Noël, de circulation intense et de parfums de vin chaud et de tartes salées dans les rues. Au manoir Lamarche, Valentine avait commencé à décorer quelques coins avec des ornements discrets, rompant avec des années de Noëls austères imposées par son père après la mort de Camille. Un vendredi en fin d'après-midi, alors que le ciel s'assombrissait déjà, la sonnette du manoir retentit. Valentine, qui étudiait dans le salon, courut à la porte avant que Denise ne puisse s'en charger. « Claire !» Le cri de joie de l'adolescente résonna dans tout le manoir. « Tu es revenue ?» Étienne, qui relisait des documents dans son bureau, sentit son cœur s'arrêter un instant. Il se leva avec des gestes maîtrisés, lissa sa chemise et se dirigea vers l'entrée, tentant de projeter un calme qu'il était loin de ressentir. Elle était là avec son étole caractéristique, cette fois dans des tons bordeaux, et un sourire fatigué mais sincère, alors qu'elle serrait Valentine dans ses bras. Elle paraissait plus mince, avec de légères ombres sous les yeux témoignant de nuits sans sommeil, mais elle restait claire, avec cette lumière intérieure qui semblait illuminer chaque espace où elle se trouvait. « Monsieur Lamarche » dit-elle en le voyant, inclinant légèrement la tête. « Professeur Dubois » répondit-il, la voix trop formelle. « C'est un plaisir de vous revoir parmi nous. On peut reprendre les cours lundi » intervint Valentine, tenant toujours la main de Claire comme si elle craignait de la voir disparaître à nouveau. « Si ton père est d'accord, oui, » répondit Claire, regardant directement Étienne. « Bien sûr, » dit-il en soutenant son regard. « Ton éducation reste une priorité. » Une tension électrique flottait dans l'air. Valentine, percevant quelque chose qu'elle ne comprenait pas totalement, proposa de montrer à Claire l'avancée de son projet de littérature
travailler pendant son absence. Alors que les deux s'éloignaient vers la bibliothèque, Étienne relâcha un souffle dont il ne savait même pas qu'il le retenait. Il aurait dû retourner à son travail, reprendre sa routine, comme si ces 4 minutes n'avaient pas bouleversé son univers. Mais il ne le pouvait pas maintenant qu'elle était de retour. Le lundi suivant, les cours reprirent. De l'extérieur, tout semblait être revenu à la normale. Claire arrivant ponctuellement, Valentine s'épanouissant à nouveau, Étienne maintenant une distance professionnelle. Mais chacun savait qu'une chose fondamentale avait changé. La première rencontre en tête-à-tête eut lieu de façon inattendue, 1 semaine après le retour de Claire. Étienne rentrait tard d'une réunion et la trouva dans le jardin, observant le petit bassin de carpe koi que Camille avait conçu des années auparavant. « Je ne savais pas que tu étais encore là », dit-il, en s'approchant lentement. « Valentine m'a demandé de relire son essai sur Camus après le dîner », expliqua-t-elle. « J'avais besoin d'un moment d'air frais avant de partir. » Étienne acquiesça, s'arrêtant à ses côtés. Ils observèrent en silence les poissons orange et blancs glisser sous la surface de l'eau. « Comment va ta mère ?» demanda-t-il enfin. Claire le regarda, surprise. « Comment as-tu su ? Je suis allé à l'école Mirabeau, » admit-il. « Je voulais comprendre pourquoi tu étais parti ainsi. Après, il laissa la phrase inachevée. Après le baiser, compléta-t-elle, toujours aussi directe. Ma mère a eu une rechute. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle survivrait cette fois. Je suis vraiment désolé. Tu aurais dû me le dire. Je ne voulais pas mêler mes problèmes personnels à mon travail. Nous ne sommes pas juste ton travail, Claire, dit-il doucement. En tout cas, je ne veux pas l'être. Il hésita avant de continuer. Je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé cette nuit-là. Si je t'ai mise mal à l'aise, ce n'était pas le baiser, l'interrompit-elle en le regardant droit dans les yeux. C'était la peur de ce qu'il signifiait. Ces mots, si simples mais pleins de vérité, tombèrent entre eux comme une révélation. Et qu'est-ce que ça signifiait ? demanda-t-il, à peine dans un souffle. Que pour la première fois depuis mon divorce, j'ai ressenti quelque chose qui m'a effrayé par son intensité, avoua Claire, et que pour la première fois depuis que tu as perdu Camille, tu as permis à quelqu'un de vraiment s'approcher. Étienne n'avait pas de réponse à cette vérité. Il acquiesça simplement, reconnaissant la justesse avec laquelle elle perçait ses défenses. « Ma mère va mieux maintenant », poursuivit Claire. « Elle est stable. J'ai engagé une infirmière pour s'occuper d'elle pendant la journée, ce qui me permet de continuer à travailler. Je suis content de l'apprendre, répondit Étienne avec sincérité. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, merci. Ils se regardèrent en silence sous la lumière tamisée du jardin. Aucun des deux n'osait réduire la distance physique entre eux, mais quelque chose de plus profond commençait à les relier. Dans les jours suivants, quelque chose changea subtilement. Après les cours avec Valentine, Claire et Étienne commencèrent à partager de véritables moments de conversation, parfois dans la bibliothèque, parfois dans le jardin, parfois dans la cuisine autour d'un café. Ils parlaient de littérature, de musique, de leurs enfances respectives. Il lui parla de ses parents, de la façon dont il avait bâti son empire immobilier à partir de la petite entreprise familiale. Elle partagea des histoires de sa grand-mère, qui lui avait transmis la valeur de l'éducation et de l'art. Un après-midi, après un cours particulièrement intense sur la poésie française, Étienne fit une proposition inattendue. « Il y a quelque chose que je veux te montrer », dit-il avec un mélange de détermination et de vulnérabilité. « Si tu as quelques minutes. » Claire acquiesça intriguée. Elle le suivit à travers des couloirs qu'elle n'avait encore jamais empruntés, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant une porte en acajou dans l'aile est du manoir. Étienne sortit une clé de sa poche, inspira profondément et ouvrit. « Personne n'est entré ici depuis 5 ans, expliqua-t-il en allumant les lumières. C'était l'atelier de Camille. La pièce qui se dévoila était lumineuse, malgré les rideaux tirés. Des murs au ton pêche encadraient un espace figé dans le temps, un chevalet avec une toile inachevée, des étagères pleines de livres d'art, des pots de pigments classés par couleur, des pinceaux dans des vases en céramique. « Elle était peintre », murmura Claire, comprenant immédiatement l'ampleur du geste d'Étienne en lui permettant d'entrer dans ce sanctuaire. C'était sa passion, acquiesça-t-il en balayant la pièce du regard avec révérence. Quand je l'ai rencontrée, elle étudiait aux Beaux-Arts. Elle n'a jamais voulu exposer ses œuvres commercialement, mais son talent était exceptionnel. Claire s'approcha de la toile inachevée. Un portrait de Valentine enfant jouant dans le jardin, avec des traits sûrs et des couleurs vibrantes. Elle le peignait la semaine avant l'accident, expliqua Étienne, la voix légèrement brisée. C'était censé être un cadeau pour l'anniversaire de Valentine. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Claire vit Étienne Lamarche complètement vulnérable.
sans défense ni masque. Juste un homme blessé, ayant caché sa douleur derrière des murs de contrôle et de distance. « Tu sais pourquoi j'ai fermé cette pièce ?» demanda-t-il, passant ses doigts sur un pinceau où restaient encore quelques cheveux châtains. Ce n'était pas seulement à cause de la douleur des souvenirs. C'est qu'ici, parmi ces affaires, je ne pouvais pas faire semblant d'être fort, et j'ai cru que si je ne l'étais pas, je ne pourrais pas protéger Valentine. Claire s'approcha de lui, prenant doucement sa main. « Mais en essayant de la protéger de ta douleur, tu l'as aussi privée de ton amour entier. »« Je sais, murmura-t-il, maintenant je le sais. » À cet instant, quelque chose se brisa définitivement entre eux. La dernière barrière séparant l'homme d'affaires impitoyable de l'homme encore capable de ressentir. Et dans cette vulnérabilité partagée, ils trouvèrent une nouvelle forme de force. À la mi-décembre, le manoir Lamarche se préparait aux fêtes de fin d'année d'une manière qui ne s'était pas vue depuis longtemps. Valentine avait convaincu son père d'organiser un petit dîner de Noël et d'inviter Claire et sa mère, qui pouvaient désormais se déplacer en fauteuil roulant. La relation entre Étienne et Claire avait évolué vers une complicité évidente pour tous ceux qui les entouraient. Il n'y avait pas de gestes romantiques explicites en présence d'autres personnes, mais leurs regards, leur manière de se rapprocher l'un de l'autre et ces conversations à voix basse dans les recoins du jardin parlaient d'un lien qui dépassait le cadre professionnel. Marguerite Solange travaillait comme gouvernante principale au manoir Lamarche depuis plus de 20 ans. Elle avait vu grandir Étienne, de jeune entrepreneur à l'homme puissant qu'il était devenu. Elle avait été là lorsqu'il avait présenté Camille comme fiancée, puis épouse, et l'avait accompagné dans son deuil après sa mort. À ses yeux, elle n'était pas qu'une employée, mais une sorte de gardienne de la famille et de ses traditions. La présence de plus en plus constante de Claire dans la vie personnelle des Lamarche lui inspirait un profond malaise. Non seulement elle la jugeait socialement inappropriée pour Étienne, mais elle constatait aussi que son influence modifiait des dynamiques qu'elle considérait comme sacrées. « Tu as vu comme monsieur a annulé une réunion importante hier, juste pour accompagner cette institutrice et sa mère chez le médecin ?» dit Marguerite à Denise en rangeant le garde-manger. « De mon temps, les préceptrices savaient quelle était leur place. Moi, je trouve que mademoiselle Claire a fait beaucoup de bien à cette famille, » répondit Denise, qui avait développé une sincère affection pour la professeure. « La petite Valentine n'a jamais été aussi heureuse et monsieur Étienne a enfin l'air de revivre. » Marguerite pinça les lèvres avec désapprobation. « Cette femme ne fait que profiter de la situation. Tu crois vraiment qu'une institutrice de l'école publique s'intéresserait à lui si ce n'était pas pour son argent ?» Les graines de la méfiance commencèrent à germer. Marguerite, forte de ses années de service, se mit à faire part à l'équipe de ses inquiétudes au sujet de Claire. Elle suggérait que la professeure manipulait Valentine pour gagner la faveur d'Étienne, insinuait qu'il existait un plan soigneusement orchestré pour s'installer définitivement au manoir. Les rumeurs finirent par franchir les murs de la résidence Lamarche. La sœur de Marguerite travaillait dans la même église que fréquentait Madame Constance, la mère de Claire, une femme profondément religieuse et traditionnelle. « Constance, ta fille enseigne toujours chez les Lamarche ?» demanda Bertine après la messe dominicale. « Ma sœur y travaille, et elle s'inquiète de ce qui s'y passe. »« Que veux-tu dire ?» répondit Madame Constance, aussitôt sur ses gardes. « Eh bien, que ta fille et monsieur Lamarche, tu vois, les gens parlent. Ils disent qu'ils ont une liaison et qu'elle reste tard dans le manoir. Tu sais comment sont les riches, Constance. Ils ne font que jouer avec des femmes comme nous. » Madame Constance, depuis son fauteuil roulant, pâlit visiblement. Pour une femme de sa génération et de ses valeurs, cette information représentait une catastrophe morale et sociale. Ce même après-midi, quand Claire rentra dans la modeste maison qu'elle partageait avec sa mère dans le quartier de Montreuil, elle trouva une scène inattendue, sa mère en larmes et l'abbé Thomas assis dans le salon. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en posant son sac sur le canapé. « Claire, l'abbé Thomas est venu parce que nous devons parler sérieusement, » commença Madame Constance en essuyant ses larmes. « Est-ce vrai ce qu'on raconte sur toi et cet homme, monsieur Lamarche ?» Le visage de Claire passa de la confusion à la compréhension, puis à l'indignation. « Qu'est-ce qu'on raconte exactement, maman ?» Pendant l'heure qui suivit, Claire écouta, horrifiée, comment sa réputation avait été déformée. Selon les rumeurs, elle aurait séduit Étienne, manipulerait Valentine et envisagerait de devenir Madame Lamarche par intérêt financier. « Sois ma fille, tu sais ce que ton père pensait de l'importance de préserver notre dignité à tout prix, » dit Madame Constance après le départ du prêtre. « Un homme comme lui ne te prendra jamais au sérieux, et en attendant, tout le monde parle.
Pense à ta réputation, à ton avenir professionnel. Maman, les choses ne sont pas comme on les raconte, tenta d'expliquer Claire. Étienne il est différent de ce que les gens pensent. Étienne, s'exclama sa mère. Tu ne l'appelles même plus Monsieur Lamarche? Tu ne vois pas que ça confirme ce que tout le monde dit? Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit, mêlées à ses propres doutes. Non pas à cause de ses sentiments pour Étienne, qui étaient aussi réels qu'inattendus, mais à cause des conséquences qu'une telle relation pourrait engendrer. Pour elle, pour Valentine, même pour lui. Le lendemain matin, les yeux rougis et le cœur lourd, Claire arriva au manoir Lamarche plus tôt que d'habitude. Elle demanda à parler à Valentine avant le retour d'Étienne de sa réunion matinale. « Tout va bien ?» demanda l'adolescente en la voyant si sérieuse. « Tu as l'air différente. Valentine, je dois te dire quelque chose. » commença Claire en prenant ses mains dans les siennes. « Je vais cesser d'être ta professeure. »« Quoi ? Non ? Pourquoi ?» La voix de Valentine se brisa aussitôt. Claire inspira profondément. « Il y a des situations qui se sont compliquées. Des gens interprètent mal ma relation avec ta famille. Et je pense qu'il vaut mieux prendre de la distance, pour un moment. C'est à cause de toi et de papa, n'est-ce pas ?» dit Valentine avec une perspicacité qui surprit Claire. « Je ne suis pas idiote. Je vois bien comment vous vous regardez. Valentine, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je suis contente que papa soit enfin vivant à nouveau. Et tu es la seule, à part maman, qui a réussi ça. » Les larmes jaillirent des yeux de l'une et de l'autre. Elles s'enlacèrent longuement, pendant que Claire essayait d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un adieu définitif, juste d'une pause nécessaire. Mais toutes deux savaient qu'un lien précieux était en train de se briser. « J'ai laissé une lettre à ton père, » dit finalement Claire en s'essuyant les larmes. « S'il te plaît, ne lui dis pas que nous nous sommes quittés comme ça. Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles. » Quand Étienne rentra au manoir cet après-midi-là, il trouva l'enveloppe blanche sur son bureau. Le contenu était bref, mais dévastateur. Claire y annonçait sa démission du poste de tutrice de Valentine, remerciait pour l'opportunité et expliquait que des circonstances personnelles l'empêchaient de continuer. Aucune mention des rumeurs, ni de sa mère, ni de ce qui avait grandi entre eux. C'était une lettre professionnelle, froide, qui tranchait douloureusement avec l'intimité qu'ils avaient à partager. Étienne essaya de l'appeler. Les messages restèrent sans réponse. Il envoya son chauffeur pour la chercher, mais Madame Constance informa que sa fille était partie de la ville pour quelques jours. Ce soir-là, seul dans l'atelier de Camille, rouvert grâce à Claire, Étienne Lamarche s'effondra complètement. Ce n'étaient pas des larmes discrètes, comme celles qu'il avait laissées couler devant Claire. C'étaient des sanglots déchirants, primitifs, les pleurs accumulés de toutes ces années de pertes et de solitude imposées. Mais quand les larmes cessèrent enfin, quelque chose de nouveau surgit en lui, une résolution inébranlable. Il s'était trompé une fois, laissant la peur le couper de Valentine. Il ne referait pas la même erreur avec Claire. Cette fois, il se battrait pour ce qu'il aimait. Le matin du réveillon de Noël se leva avec ce froid sec, typique des hivers parisiens. Les rues étaient décorées de guirlandes multicolores et les stands de vin chaud et de beignets commençaient à s'installer au coin des rues. Dans la modeste maison du quartier de Montreuil, Madame Constance disposait les figurines de la crèche lorsqu'elle entendit la sonnette. « Qui cela peut-il bien être à cette heure-ci » murmura-t-elle en s'installant dans son fauteuil roulant et avançant jusqu'à la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, la surprise la laissa un instant sans voix. Devant elle se tenait Étienne Lamarche, impeccable dans un costume gris foncé, tenant un bouquet de poinsettias rouges. Il n'était pas seul. À ses côtés, Valentine souriait nerveusement. « Bonjour, Madame Dubois », salua Étienne avec une formalité qui contrastait avec la détermination de son regard. « Excusez-moi de cette intrusion. J'ai besoin de parler à votre fille. » Madame Constance pinça les lèvres, évaluant l'homme devant elle d'un regard critique. « Ma fille n'est pas disponible, Monsieur Lamarche, et je vous serai reconnaissante de respecter notre intimité. »« Maman, qui est-ce » La voix de Claire résonna depuis l'intérieur de la maison, et quelques secondes plus tard, elle apparut dans l'entrée. Elle portait un jean et un chemisier blanc, ses cheveux relevés à la hâte. En voyant Étienne et Valentine, son visage passa de la surprise à la stupeur. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle en avançant vers la porte. « Nous devons parler » répondit Étienne, sa voix désormais plus douce. « S'il te plaît. »« Il n'y a rien à dire » intervint Madame Constance en s'interposant avec son fauteuil roulant. « Ma fille a déjà pris une décision. Nous ne serons pas la cible de commérages pour une famille qui... »« Maman, s'il te plaît » l'interrompit Claire fermement. « Laisse-moi gérer ça. » À ce moment-là, plusieurs voisines curieuses s'étaient penchées à leur fenêtre.
La voiture noire de luxe garée devant la maison avait déjà attiré assez d'attention, et maintenant la présence du célèbre homme d'affaires provoquait des murmures dans toute la rue. « Nous pouvons parler à l'intérieur », suggéra Claire. « Non », répondit Étienne avec une détermination calme. « C'est justement à cause des rumeurs, des commérages, de ce que les gens diront que nous sommes ici. Je ne veux plus me cacher. » Valentine acquiesça, soutenant silencieusement son père. « Claire Dubois », poursuivit Étienne, haussant légèrement la voix pour que tous les curieux puissent l'entendre clairement. « Pendant 5 ans, j'ai vécu à moitié, concentré sur les affaires, à bâtir un empire matériel, pendant que mon cœur devenait un désert. Et puis tu es arrivé. » Les voisines s'approchèrent davantage, ne dissimulant plus leur intérêt. Madame Constance, bouleversée par la scène, resta silencieuse. « Je ne suis pas venu t'offrir ton travail, » continua Étienne. « Je suis venu te dire qu'après ces jours sans toi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne veux pas d'une vie où tu n'es pas là. Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche qu'ils trouvent cela inapproprié, trop tôt ou trop compliqué. » Claire restait immobile, ses yeux brillants fixés sur lui. « Je t'aime, » déclara Étienne, la voix brisée par l'émotion mais ferme dans sa conviction. « Et je suis fatigué de passer à côté de la vie par peur de la vivre pleinement. Fatigué de construire des murs au lieu de bâtir des ponts. » Valentine s'avança alors, prenant les mains de Claire entre les siennes. « S'il te plaît, reviens, pas seulement pour papa, pour moi aussi. Tu nous as appris à nous souvenir, à ressentir, à revivre. Nous avons besoin de toi, tous les deux. » Le silence qui suivit semblait contenir toute l'attente de l'univers. Madame Constance regardait sa fille avec un mélange d'inquiétude et, étonnamment, une compréhension naissante. « Étienne, » commença Claire, la voix à peine audible, « ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses à considérer, beaucoup de différences entre nos mondes. Chacune de ces différences est ce qui m'a fait tomber amoureux de toi, » répondit-il. « Ton honnêteté, ton intégrité, ta façon de voir au-delà des apparences. » Claire tourna les yeux vers sa mère, cherchant un signe. La femme âgée soupira profondément avant de parler. « Ma fille, ton père disait toujours que la vraie dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ta fidélité à ton cœur, » dit Madame Constance, surprenant tout le monde. « Si cet homme t'aime vraiment, et que toi aussi, » Elle ne termina pas la phrase, mais le message était clair. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Claire, en regardant directement Étienne. « Pas pour décider ce que je ressens, car cela, je le sais avec certitude, mais pour comprendre comment quelque chose d'aussi inattendu pourrait fonctionner. » Étienne acquiesça, respectant sa demande. « Prends tout le temps qu'il te faudra. » Avant de partir, il remit les poinsettias entre les mains de Madame Constance, qui les accepta d'un léger signe de tête. 3 jours plus tard, dans l'après-midi du 27 décembre, Étienne reçut un message de Valentine. « Nous sommes au parc Monceau. Viens seul. » En arrivant au parc, il trouva sa fille et Claire assises sur un banc face au petit lac artificiel, partageant une barbe à papa et riant comme 2 amis de longue date. La scène lui provoqua une émotion si forte qu'il dut s'arrêter un moment pour se reprendre. Valentine le vit la première et lui fit signe d'approcher. Puis, avec une complicité adolescente, elle s'excusa en disant qu'elle voulait acheter une autre barbe à papa, les laissant seuls. « Ta fille n'est pas très discrète », commenta Claire avec un sourire. « Je sais, je me demande bien de qui elle tient ça, » répondit-il en s'asseyant à ses côtés. Le silence entre eux était confortable, plein de possibles. Autour d'eux, des familles se promenaient, profitant de la journée, inconscientes du drame intime qui se jouait sur ce banc. « J'ai beaucoup réfléchi », commença Claire finalement. « À nous, à ce que cela signifierait d'essayer quelque chose ensemble. Ce ne sera pas facile. »« Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est, » répondit-il. « Il n'y aura pas de grandes déclarations cette fois, » poursuivit-elle. « Juste des vérités simples. Je t'aime. Et je suis prête à essayer, pas à pas, jour après jour, sans promesses grandioses, seulement avec la volonté de construire quelque chose d'honnête. » Étienne prit ses mains entre les siennes, sentant son cœur se dilater d'une joie presque oubliée. « C'est tout ce que je demande, » murmura-t-il. « Une chance de te prouver que ce que je ressens est vrai, que ce n'est ni un caprice ni un rêve passager. » Claire sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. Sans un mot de plus, elle se pencha vers lui et l'embrassa. Un baiser tendre, sûr, sans réserve ni peur. Un baiser en plein jour, devant des dizaines d'inconnus, sous le regard approbateur de Valentine, qui les observait discrètement depuis un stand de glace. Quand ils se séparèrent, Étienne caressa sa joue avec dévotion. « Tu sais, pour la première fois depuis de nombreuses années,
Je n'ai plus peur de l'avenir. Moi non plus, répondit-elle, parce que peu importe ce qui nous attend, nous l'affronterons ensemble, sans mur, sans silence. Et à cet instant, sous le soleil hivernal de la vallée parisienne, deux âmes qui avaient navigué à travers des mers orageuses trouvèrent enfin un port sûr l'une en l'autre. Le printemps suivant apporta bien plus que des glycines en fleurs et des ciels dégagés à Paris. Au manoir La Marche, les transformations allaient bien au-delà des saisons. Les portes, autrefois toujours closes, restaient désormais ouvertes. La musique, absente pendant des années, résonnait à nouveau dans les couloirs. Et les rires, si rares depuis la mort de Camille, remplissaient désormais chaque recoin de la demeure. « Claire, papa essaie de cuisiner encore une fois !» cria Valentine depuis la cuisine, en éclatant de rire. « Je pense que tu devrais venir nous sauver. » À 17 ans, Valentine avait éclos de façon remarquable. Son visage ne portait plus cette mélancolie permanente, et sa relation avec son père s'était transformée en une complicité précieuse. Elle terminait sa dernière année de lycée et parlait avec enthousiasme de ses projets pour étudier les beaux-arts, comme sa mère. Claire entra dans la cuisine pour trouver Étienne luttant héroïquement contre une pâte de galette de maïs décidément récalcitrante. De la farine couvrait une partie de son visage et de sa chemise autrefois impeccable. Le grand entrepreneur Étienne Lamarche, vaincu par de la pâte de maïs, plaisanta-t-elle en s'approchant pour l'aider. « À ma décharge, les contrats immobiliers sont bien moins capricieux, » répondit-il en souriant avec cette liberté qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Ils avaient décidé de prendre les choses lentement. Claire avait conservé son appartement à Montreuil, où elle vivait avec sa mère, mais passait la majeure partie de ses journées et certaines nuits au manoir. Peu à peu, ses livres, ses étoles et son essence avaient trouvé leur place dans la maison des Lamarche. Ce ne fut pas un déménagement planifié, mais une migration naturelle, organique, comme l'eau cherchant son niveau. L'adaptation ne fut pas sans défi. Madame Constance, bien qu'ayant accepté la relation, restait encore un peu réservée. Marguerite, l'ancienne gouvernante à l'origine des rumeurs, présenta sa démission quand il devint évident que Claire n'était pas une présence passagère. Et dans certains cercles sociaux, les langues acérées continuaient à remettre en question l'authenticité de cet amour qui franchissait les frontières de classe et de convention. Mais entre les murs du manoir, une nouvelle famille se consolidait jour après jour. « Voilà, dîner sauvé !» déclara Claire après avoir repris le contrôle de la pâte et commencé à former de parfaites galettes rondes. « Même si je dois admettre que ta purée d'avocat s'est nettement améliorée. J'ai une excellente professeure, » répondit Étienne en entourant sa taille de ses bras et en déposant un baiser doux sur son cou. « S'il vous plaît, je suis encore là, » protesta Valentine, faussement agacée, bien que son sourire la trahissait. « Je vais dresser la table dans le jardin. La soirée est trop belle pour dîner à l'intérieur. » Lorsque Valentine sortit, Étienne se tourna vers Claire pour la regarder droit dans les yeux. Après 6 mois ensemble, il s'émerveillait toujours de la contempler, comme s'il découvrait chaque jour quelque chose de nouveau chez elle. « Tu sais, parfois je me demande ce que serait devenue notre vie si tu n'étais pas entré dans la nôtre, » murmura-t-il en caressant sa joue. « Tu serais probablement en train de signer un autre contrat à plusieurs millions au lieu de te battre avec de la pâte de maïs, » répondit-elle avec un sourire avant de devenir plus sérieuse. « Mais je comprends ce que tu veux dire. Parfois, le destin agit de manière mystérieuse. »« Tu crois au destin ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « Je crois que la vie nous propose des occasions et que c'est à nous de choisir de les saisir ou non, » répondit-elle. « Tu as choisi de t'ouvrir malgré la peur. Tu as choisi de te battre malgré les risques. Ce n'était pas le destin, c'était du courage. Le dîner dans le jardin fut simple, mais parfait. Galette maison, purée d'avocat, haricots, et cette citronnade à la graine de chia que Valentine avait appris à préparer. Le ciel était dégagé et les lumières de la ville brillaient au loin, comme pour rivaliser avec les étoiles. « Au fait, » dit Valentine en servant plus de citronnade, « Madame Constance m'a dit qu'elle allait m'apprendre à faire ces fleurs en papier crépon qu'ils utilisaient pour les fêtes dans son village. Elle dit qu'il est temps que j'apprenne les vraies traditions, pas seulement celles qu'on enseigne au lycée Montaigne. » Claire sourit. La relation entre sa mère et Valentine avait fleuri de façon inattendue. L'adolescente rendait visite régulièrement à Madame Constance, fascinée par ses récits sur la France rurale, où elle avait grandi. En échange, Valentine lui apprenait à utiliser la tablette qu'Étienne lui avait offerte pour qu'elle puisse regarder ses feuilletons préférés. « Ma mère n'a jamais eu de petits-enfants, » dit Claire d'une voix douce. « Ça a toujours été son rêve et Valentine a comblé cet espace dans son cœur.
Et toi, tu as comblé le nôtre, répondit Étienne en prenant sa main au-dessus de la table. Quand Valentine se retira dans sa chambre, prétextant devoir finir un essai pour l'école, même si tout le monde soupçonnait qu'elle voulait surtout leur laisser un peu d'intimité, Étienne et Claire restèrent dans le jardin. La nuit était douce, avec cette température parfaite qu'avril sait offrir à Paris. Parfois, je me demande si Camille aurait approuvé tout cela, confia Étienne à voix basse, regardant l'étang où nageaient paisiblement les carpes koi. Si elle serait d'accord avec la façon dont j'élève Valentine, avec la manière dont nous avons reconstruit nos vies. Je crois que toute mère voudrait que sa fille et l'homme qu'elle a aimé soient heureux, répondit Claire avec douceur. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, non? Heureux. Étienne acquiesça, serrant doucement sa main. Claire, dit-il après un long moment de silence contemplatif, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau. Moi non plus, répondit-elle, parce que peu importe ce qui nous attend, nous l'affronterons ensemble, sans mur, sans silence. Et à cet instant, sous le ciel étoilé de la vallée parisienne, deux âmes ayant traversé les tempêtes trouvèrent enfin un port sûr l'une en l'autre. Le printemps suivant apporta bien plus que des glycines en fleurs et des ciels clairs à Paris. Dans le manoir La Marche, les transformations allaient bien au-delà des saisons. Les portes, autrefois toujours fermées, restaient désormais grandes ouvertes. La musique, absente depuis des années, résonnait à nouveau dans les couloirs. Et les rires, si rares depuis la disparition de Camille, emplissaient désormais chaque recoin de la demeure. « Claire, papa essaie encore de cuisiner !» cria Valentine depuis la cuisine, entre éclats de rire. « Je crois que tu devrais venir nous sauver. » À 17 ans, Valentine avait complètement éclos. Son visage n'exprimait plus cette mélancolie constante et sa relation avec son père s'était transformée en une précieuse complicité. Elle entamait sa dernière année de lycée et parlait avec passion de son projet d'intégrer les beaux-arts, comme sa mère. Claire entra dans la cuisine et trouva Étienne en pleine lutte avec une pâte de galette de maïs peu coopérative. De la farine couvrait son visage et sa chemise autrefois impeccable. Le grand entrepreneur Étienne La Marche, vaincu par de la pâte de maïs, plaisanta-t-elle en s'approchant pour l'aider. « À ma décharge, les contrats immobiliers sont bien moins capricieux, répondit-il en souriant, avec cette liberté qu'ils n'auraient jamais osé quelques mois plus tôt. Ils avaient choisi de prendre leur temps. Claire avait gardé son appartement à Montreuil, où elle vivait avec sa mère, mais passait la plupart de ses journées et quelques nuits au manoir. Peu à peu, ses livres, ses étoiles, sa personnalité avaient trouvé leur place dans la maison La Marche. Ce n'était pas un déménagement planifié, mais une migration naturelle comme l'eau qui trouve son niveau. L'adaptation n'avait pas été sans défi. Madame Constance, bien qu'ayant donné sa bénédiction, conservait une certaine réserve. Marguerite, l'ancienne gouvernante à l'origine des rumeurs, avait présenté sa démission quand il devint clair que Claire n'était pas de passage. Et dans certains cercles sociaux, les langues acérées continuaient à douter de l'authenticité de cet amour qui franchissait les barrières sociales et culturelles. Mais à l'intérieur du manoir, une nouvelle famille prenait forme, jour après jour. « Voilà, dîner sauvé », déclara Claire après avoir maîtrisé la pâte et commencé à former des galettes parfaitement rondes. « Je dois admettre que ta purée d'avocat s'est nettement améliorée. »« J'ai une professeure exceptionnelle », répondit Étienne en lui entourant la taille et en embrassant doucement son cou. « S'il vous plaît, je suis encore là », protesta Valentine, faussement outrée, bien que son sourire la trahissait. « Je vais dresser la table dans le jardin. La soirée est trop belle pour dîner à l'intérieur. » Quand Valentine sortit, Étienne fit face à Claire. Même après 6 mois ensemble, il se surprenait encore à la contempler, comme s'il découvrait chaque jour une nouvelle facette d'elle. « Tu sais, je me demande parfois ce que serait ma vie si tu n'étais jamais entrée dans la nôtre, » murmura-t-il en lui caressant la joue. « Tu serais sûrement en train de signer un autre contrat à plusieurs millions, au lieu de te battre avec de la pâte de maïs, » répondit-elle avec un sourire, avant de se faire plus sérieuse. « Mais je comprends ce que tu veux dire. Parfois, le destin agit de manière mystérieuse. »« Tu crois au destin ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « Je crois que la vie nous offre des opportunités, et que c'est à nous de choisir de les saisir ou non, » répondit-elle. « Tu as décidé de t'ouvrir malgré la peur. Tu as choisi de te battre malgré les risques. Ce n'était pas le destin, c'était du courage. » Le dîner dans le jardin fut simple mais parfait. Galettes maison, purée d'avocat, haricots mijotés, et cette citronnade à la graine de chia que Valentine avait appris à faire. Le ciel était dégagé, et les lumières de Paris brillaient au loin, rivalisant avec les étoiles.
Au fait, dit Valentine en servant davantage de citronnade, Madame Constance m'a dit qu'elle allait m'apprendre à faire ces fleurs en papier crépon qu'ils utilisaient dans les fêtes de son village. Elle dit qu'il est temps que j'apprenne de vraies traditions, pas seulement celles du lycée Montaigne. Claire sourit. La relation entre sa mère et Valentine avait fleuri de manière inattendue. L'adolescente rendait régulièrement visite à Madame Constance, fascinée par ses récits sur la France rurale. En échange, Valentine lui avait appris à utiliser la tablette qu'Étienne lui avait offerte pour qu'elle puisse regarder ses feuilletons préférés. « Ma mère n'a jamais eu de petits-enfants », dit Claire d'une voix douce. C'était son plus grand rêve, et Valentine a comblé ce vide dans son cœur. « Et toi, tu as comblé le nôtre », répondit Étienne en lui prenant la main au-dessus de la table. Quand Valentine monta dans sa chambre, prétextant devoir terminer un devoir, même si tous soupçonnaient qu'elle voulait simplement leur laisser un moment d'intimité, Étienne et Claire restèrent dans le jardin. La nuit était tiède, avec cette douceur d'avril que Paris sait si bien offrir. « Parfois, je me demande si Camille aurait été d'accord avec tout ça », confia Étienne à voix basse, les yeux fixés sur l'étang où nageaient paisiblement les carpes koi. « Si elle aurait approuvé la manière dont j'élève Valentine, la façon dont nous avons reconstruit nos vies. Je pense que toute mère voudrait que sa fille et l'homme qu'elle a aimé soient heureux, répondit Claire avec douceur. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Heureux. Étienne acquiesça, serrant doucement sa main. Claire, dit-il après un moment de silence, je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir cela à nouveau, en pensant à la façon dont la vie nous offre des secondes chances quand on s'y attend le moins. Claire sourit, posant sa tête contre son épaule. À 45 ans, elle conservait cette beauté naturelle et sans prétention qui avait séduit Étienne dès le premier instant. Quelques mèches argentées commençaient à apparaître dans sa chevelure noire, mais elle refusait de l'éteindre, arguant que chacune représentait une expérience vécue, une leçon apprise. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda-t-elle. « Tu étais si rigide, si autoritaire, tu as failli me chasser de la bibliothèque pour avoir feuilleté tes livres. » Étienne rit, déposant un baiser sur son front. Et toi, tu étais si impertinente, si authentique. La première personne depuis longtemps à ne pas avoir peur de moi. Un mouvement dans le jardin attira leur attention. Valentine s'approchait d'eux, le visage illuminé par un mélange d'excitation et de nervosité que tous deux connaissaient bien. « Papa, Claire, dit-elle en arrivant sur la terrasse, j'ai quelque chose à vous annoncer. » Elle venait d'être sélectionnée pour une exposition individuelle au Palais des Beaux-Arts. Un honneur exceptionnel pour une artiste aussi jeune. Le vernissage aurait lieu dans 3 mois, et elle avait déjà trouvé un titre pour la collection. Murs et ponts. C'est sur les transformations, expliqua-t-elle avec enthousiasme. Sur la manière dont les barrières qu'on construit pour se protéger peuvent devenir des connexions si l'on a le courage de les ouvrir. Claire et Étienne échangèrent un regard complice. Ils savaient exactement d'où venait cette inspiration. Ce soir-là, après avoir célébré la nouvelle autour d'un dîner spécial, Étienne et Claire marchèrent jusqu'au petit bassin à carpes koi, ce lieu où tant de conversations importantes avaient eu lieu au fil des ans. Tu savais que dans la culture japonaise, les carpes koi symbolisent la persévérance et le dépassement des épreuves, dit Claire, observant les poissons nager paisiblement sous les lumières douces. Parce qu'elles remontent le courant? Demanda Étienne. C'est parce qu'elles ont le pouvoir de se transformer, ajouta-t-elle. Selon la légende, si une carpe parvient à remonter la cascade du fleuve jaune, elle se transforme en dragon. Étienne sourit, passant un bras autour de ses épaules. Comme nous, remonter les courants, affronter les obstacles, devenir quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé. La vie n'avait pas été parfaite durant ces 5 années. Il y avait eu des désaccords, des doutes, des crises à surmonter. Le monde des affaires d'Étienne entrait parfois en conflit avec la sensibilité sociale de Claire. Les fantômes du passé, le souvenir de Camille, les insécurités de chacun revenaient parfois dans les moments de fragilité. Mais ils avaient appris à naviguer ensemble dans ces eaux troubles, à communiquer honnêtement, à se donner l'espace nécessaire quand il le fallait. Et surtout, ils avaient appris que l'amour véritable ne consiste pas en l'absence de problèmes, mais dans la volonté de les affronter ensemble. « Que penses-tu de l'idée de Valentine pour son exposition ?» demanda Claire, tandis qu'il retournait lentement vers la maison. « Je la trouve parfaite », répondit Étienne. « Murs et ponts. Au fond, c'est ce qui définit nos vies, tu ne crois pas? Les murs que l'on bâtit et les ponts que l'on ose construire. » En entrant dans le manoir, désormais plus chaleureux et accueillant qu'il ne l'avait jamais été, Étienne s'arrêta un instant. Dans l'entrée, baigné d'une lumière douce, pendait un tableau spécial,
le portrait inachevé que Camille avait commencé de Valentine enfant, désormais complété par Valentine elle-même, dans un style rendant hommage à celui de sa mère, tout en y insufflant sa propre vision. « Tu sais ce que m'a dit Val quand elle a terminé ce tableau ?» murmura Étienne. Qu'elle avait eu l'impression de parler avec sa mère en le peignant, comme si elle l'avait créé ensemble, à travers le temps. Claire lui serra tendrement la main. « Voilà ce qu'est l'amour véritable, Étienne. Celui qui transcende le temps, l'espace, même la mort. Celui qui bâtit des ponts là où il n'y avait que des abîmes. » Dans la chambre principale, désormais redécorée avec des tons terreux et des textiles artisanaux choisis par Claire, Étienne s'approcha du petit hôtel qu'ils entretenaient dans un coin discret. Là, à côté d'une photo souriante de Camille, se trouvaient des images du père de Claire, des parents d'Étienne, et une bougie toujours allumée. « Gratitude », murmura-t-il en allumant une nouvelle bougie comme chaque dimanche, « pour tout ce qui a été, pour tout ce qui est, pour tout ce qui sera. » Claire l'enlaça doucement par derrière, posant sa joue contre son dos. « Pour les murs que nous avons eu le courage d'abattre, et pour les ponts que nous avons osé bâtir. » Dans le silence de la nuit parisienne, tandis que la ville battait au loin avec ses millions d'histoires entremêlées, ils avaient trouvé leur propre rythme, leur propre mélodie. Une chanson faite de seconde chance, de courage pour changer, d'ouverture à l'inattendu. Une chanson qui, comme toutes les grandes histoires d'amour, avait commencé par une rencontre qui semblait fortuite, mais qui, rétrospectivement, portait en elle tout le poids du destin.